Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette webconférence LMI sectorielle consacrée au secteur du retail. Alors si je vous dis IA générative, innovation, infrastructure, sécurité, réseau, finalement le secteur du retail est en pleine transformation et surtout en pleine modernisation. Alors pour parler de ces différents sujets aujourd'hui, déjà je vais co-animer cette émission avec Célia Serramour. Bonjour Célia. Bonjour Jacques. Et nous aurons plusieurs invités, parmi lesquels notamment Jocelyn Ollier, qui est DSI de Gigia. Et puis nous aurons aussi Samir Amelal, qui est le DSI et CDO de Auchan Retail France. Nous aurons également une start-up avec Wiser, fondée par Sébastien Garcin, ainsi que notre expert cyber Michel Juvin, et enfin le DSI du groupe Marie Blachère, Ludovic Pouilly. Effectivement, Célia, une matinée très dense, et nous allons tout de suite commencer par le premier invité, le Jocelyn Ollier, DSI de Gigia. Il est temps de retrouver notre invité, Jocelyn Ollier, DSI de Gigia. Bonjour Jocelyn Ollier. Bonjour, bonjour à vous deux. Alors, comme je l'ai indiqué, vous êtes DSI de Gigia. Peut-être la première question, qui est Gigia d'abord? Alors, Gigia est une entreprise familiale qui a été créée en 1976, qui aujourd'hui opère dans le secteur de la décoration, à la fois d'intérieur et d'extérieur. Pour cela, nous avons 4 marques phares. La plus connue, qui est la marque Hesperide, sur la partie décoration, ameublement d'extérieur. Nous avons également une marque qui s'appelle Atmosphera, pour la décoration, elle, plutôt d'intérieur. Tout ce qui est rangement est porté par la marque Five. Et enfin, tout ce qui est art de la table, par la marque Secret Gourmet. Voilà. D'accord. On va revenir sur le périmètre de vos fonctions en tant que DSI. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit état des lieux aussi justement de la DSI? Tout à fait. Donc, ce que je propose peut-être, c'est aussi de remettre un élément de contexte sur cette entreprise qu'est Gigia, puisque ce SI est positionné au centre de ce contexte. Déjà, Gigia, c'est 2000 salariés. Voilà. Nous réalisons un chiffre d'affaires qui est supérieur à 1 milliard d'euros. Nous opérons notre propre supply chain. Pour ça, nous sommes équipés de 7 entrepôts pour plus de 500 000 mètres carrés de stockage. Et un petit chiffre qui parle, on opère aussi, on transporte, on manipule plus de 25 000 containers à l'année. Tout le sujet est là, toute la DSI, j'ai envie de dire, gravite autour de ces grands éléments. Mon rôle, c'est effectivement d'avoir un positionnement central dans cette transformation qui est la transformation de Gigia, dont on parlera peut-être par la suite. Pour cela, nous sommes organisés assez classiquement. Mon périmètre de responsabilité est très classique, une responsabilité sur son SI actuel, mais également sur la transformation de son SI. La partie architecture technique, avec la production, l'exploitation, le support applicatif et autres. Et bien évidemment, comme beaucoup, la sécurité, qui est un sujet prédominant pour tous. Peut-être un petit point de détail, Jocelyn Ollier, quand vous parlez de la DSI, ça représente combien de personnes? Et aujourd'hui, je veux dire, quelles sont les ambitions de la DSI? Alors aujourd'hui, la DSI, c'est une quarantaine de personnes salariées Gigia, et nous sommes épaulés au quotidien dans l'ensemble de nos missions par des partenaires, je ne parle pas de prestataires, par des partenaires externes, et c'est à peu près une soixantaine de personnes qui travaillent à temps plein pour Gigia. Toute cette équipe nourrit une seule et unique ambition, qui est d'accompagner notre entreprise dans sa transformation, et avec un point d'orgue, une chose qui est très importante pour nous, que sont les valeurs que l'on cherche à avoir dans cette équipe élargie, c'est-à-dire une équipe réellement appliquée, qui a le goût du challenge, l'entraide. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment de travailler ce partenariat avec les métiers pour qu'on puisse cultiver ensemble, à part égale, des succès communs. Bon, on reviendra sur les questions relations métiers et IT, mais je crois que Célia a des questions sur la partie techno. Alors on sait que la modernisation de l'IT passe par plusieurs axes stratégiques. Je pense notamment à la data. Comment ça se passe chez Gigia et quels sont les enjeux liés à la data justement? Alors les enjeux sur la data au sein de Gigia sont très forts, puisque c'est une réelle ambition de l'entreprise, à savoir que Gigia soit data-driven. Ils sont donc portés au plus haut. À aujourd'hui, on capitalise sur 2 types de données, des données qui sont plus internes à Gigia, qui sont issues des données de gestion, issues de notre système d'information, mais également des données externes, qui sont des données partagées avec nos clients sur des notions de stock, sur des notions de vente. Grâce à l'ensemble de ces éléments et l'ensemble de ces flux d'informations que l'on a, on est capable de motoriser 2 axes. Un axe de pilotage de l'entreprise au travers de KPI, qui est assez classique, KPI transversaux à l'entreprise, mais également des processus et l'automatisation de processus internes, comme l'élaboration du plan de collection, le pricing, l'ajustement des assortiments, l'ajustement des prévisions, etc., etc. Peut-être nous en dire un peu plus justement sur les outils que vous utilisez pour cette mise en place? Alors, aujourd'hui, on utilise 2 grands types
on va dire, d'outils. Premièrement, on s'appuie aussi sur l'expertise du marché, sur l'expertise des éditeurs, et l'on vient activer justement cette notion de data-driven au travers de solutions type CRM, avec des modules tels Einstein, dont on taira l'éditeur. Ça, c'est une première chose. Donc, assez clairement, sur tout ce qui est data IA, on va plutôt venir s'appuyer sur des solutions du marché qui, elles, sont matures. Ça, c'est la première des choses. Et puis, sur la seconde chose, on a construit toute une stack technique, une stack centralisée. Premièrement, sur du stockage avec Snowflake, des outils de restitution et notamment avec le déploiement de Power BI sur deux axes, des tableaux statiques, j'ai envie de dire, et ou dynamiques, puisqu'on arrive à faire du dynamique, mais également de la self-BI. Et aujourd'hui, j'allais dire les bénéfices, les retours que vous avez sur ça, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de finalisation? Oui, alors on en a déjà beaucoup puisqu'on a reconstruit tous ces organes de pilotage de l'entreprise. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'ils n'ont pas été construits sur des KPI verticaux, ce sont réellement des KPI partagés sur des process. Donc on travaille beaucoup plus du storytelling, des use cases qui permettent clairement d'accéder à des problèmes. Dit autrement, on offre un outil à nos utilisateurs qui est de résoudre un problème, de piloter un problème au quotidien et pas seulement du KPI. Donc évidemment, tous les KPI sont en place avec par direction des rapports qui leur permettent de piloter l'efficience de leur activité, plutôt sur des données économiques ou autres, mais également de la résolution de problèmes qui sont des use cases. Est-ce que justement l'outillage sert à diffuser la culture de la data à l'intérieur de l'entreprise? Alors oui, tout à fait. Et qui plus est qu'en regard de ça, on a aussi beaucoup travaillé la partie organisationnelle, la partie acculturation. Dit autrement, la question qui s'est posée, c'est comment donner accès à tous à cette data, mais surtout que chacun en prenne possession pour en faire un véritable levier dans sa mission. On a donc créé ce qu'on appelle des sessions Open Mind. Donc aujourd'hui, en fait, nos utilisateurs, alors nos key users plutôt, puisqu'on en a un par direction, ont cette capacité à se rapprocher de la DSI, à s'installer à côté des experts et à traiter ensemble, main dans la main, la résolution d'un problème, la création d'un KPI, pour aussi, à terme, leur donner toute cette autonomie sur l'outil et qu'eux-mêmes puissent se l'approprier au quotidien, sans même avoir, je l'espère, un jour, accès à la DSI. Ils seront en totale liberté sur ces outils-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà autonomes sur certains éléments? Tout à fait. On en a, alors je ne dirais pas que toute l'entreprise, tous les key users sont autonomes, mais on a déjà fait un grand pas en avant, qui plus est que c'est une initiative qui a débuté il y a à peu près 6-9 mois, donc c'est déjà bien, je trouve. Mais on a 50% de nos key users qui sont pleinement intégrés dans l'outil et qui tous les jours nous appellent, tiens, j'aimerais faire ça, est-ce que je peux prendre rendez-vous, etc. Donc on a des vraies initiatives et des vrais résultats. Et c'était aussi attendu, quelque part, on a réussi à les intéresser à la data, ça c'est très important, et ils y trouvent les leviers. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah oui, la data ça sert à quelque chose, et c'est un véritable levier dans l'exercice de mes missions. On a beaucoup de bruit autour de l'IA, alors on entend beaucoup parler d'IA générative. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lesquels vous regardez, enfin c'est des sujets sur lesquels vous penchez, et si oui, dans quelle direction? Alors, sur la partie IA, on se qualifierait plutôt de follower. Voilà. Donc aujourd'hui, on étudie et on regarde avec beaucoup d'attention les différentes initiatives qui peuvent être réalisées par nos concurrents, par les acteurs du retail, surtout aux États-Unis d'ailleurs, mais nous sommes plus dans une phase d'observation. Voilà. By the way, ça ne nous empêche pas de travailler également sur ces sujets et on a notamment expérimenté plusieurs use cases au travers de l'IA sur le domaine de la supply chain. À aujourd'hui, ces expérimentations ne sont pas finies et je pense qu'elles ne sont pas près d'être finies pour trouver le bon modèle. Et juste ça concerne quoi exactement au niveau de la supply chain? C'est encore plus d'automatisation? Est-ce que c'est de l'optimisation? Alors, aujourd'hui, les tentatives que l'on a sont plutôt sur des optimisations financières, notamment au niveau des palettes. Comment remplir au mieux ma palette, comment mettre au mieux et au plus de la valeur marchande et de la marge sur la palette, et comment optimiser ce transport. On est plutôt sur ces axes qui sont vraiment des axes économiques, d'efficience économique des marchandises que l'on transporte depuis les pays asiatiques. D'accord. Peut-être un point cybersécurité, pardon. On sait que la cybersécurité est importante, j'ai envie de dire considérée comme un fil rouge dans tout projet IT. Comment vous répondez à ça justement? J'imagine par des investissements? Oui, alors je pense que ce fil rouge, il est valable pour Gigia, mais pour à peu près toutes les entreprises
Aujourd'hui, on constate que ces attaques sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus efficaces, malheureusement, et de plus en plus complexes. Donc effectivement, c'est un point d'orgue aussi de notre stratégie, puisqu'on a renforcé de manière importante les investissements sur la partie sécurité. Alors sans rentrer dans les détails, parce qu'on ne va peut-être pas non plus dévoiler tous les pare-feux que l'on peut mettre en place, mais grosso modo, on a une répartition équitable de nos investissements sur la partie infrastructure, avec des éléments d'infrastructure, sur une couche beaucoup plus logicielle, autour de la messagerie et autres, et également, où là, il y a un investissement important qui est fait auprès de tous les collaborateurs en termes de formation, d'accompagnement, puisqu'on a mis un programme de formation sur 3 ans, au travers d'e-learning, qui permet de les sensibiliser et d'avoir, on l'espère, les bons gestes, les bonnes réactions désormais. Vous êtes aussi engagé dans la transformation de vos infrastructures et au niveau logiciel. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu tout ça? Oui, alors le système d'information JJA est un système d'information qui a été construit au fil du temps, mais qui, entre guillemets, a aussi suivi l'activité de JJA, c'est-à-dire un développement important. C'est toujours compliqué de travailler comme ça avec une véritable vision. Il se trouve que désormais, nous sommes dans une deuxième vision de l'IT et surtout, nous préparons les prochaines ambitions du JJA. Et donc, on a reposé une logique, une structure qui est assez simple en soi, c'est de mettre au cœur un ERP, de venir capitaliser plutôt sur des best of breed sur certaines solutions, notamment sur du calcul de prévision de vente et autres, mais également de continuer à s'appuyer sur des briques qui sont des briques purement spécifiques, qui sont très liées à notre métier, notamment un outil qui nous permet de gérer une relation digitale sur le canal du B2B. Et donc on continue à capitaliser là-dessus et on va venir reconnecter tout ça le mieux possible. L'idée aussi, également, c'est que cet ERP nous permette d'accéder à un axe stratégique qui est le développement à l'international. Est-ce que la notion de cloud aussi est prise en considération? Et si oui, sur quel axe? Oui, alors nous la prenons en considération. On parlera et on peut aussi parler de la refonte de nos infrastructures, puisqu'on est en train aussi de s'équiper des infrastructures pour demain. On est parti sur l'hyperconvergence, qui est une technologie qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, est plus que up-to-date. Par contre, nous avons pris un chemin qui est de garder l'internalisation, de garder nos infrastructures chez nous, bien évidemment de les faire évoluer vers cette hyperconvergence et de les sécuriser. Et nous abordons la notion de cloud de manière, j'ai envie de dire, un petit peu opportuniste, avec quelques critères de choix. Alors, il est clair que toutes ces nouvelles applications que l'on déploie, on a parlé un petit peu du CRM, on accède de manière assez directe à ces notions de cloud. Et on a aussi quelques réflexions, parfois, mais souvent sur des applications qui ne sont pas dites stratégiques. On préfère garder sous contrôle, sous maîtrise, les applications qui créent la vraie valeur de JJA. Voilà. Est-ce que vous êtes aussi dans une démarche, on va dire, agile? On parlait tout à l'heure justement de nos parties opportunistes et cloud. Quand vous développez des applications, aujourd'hui, c'est dans des modes, on va dire, containerisés, on est dans l'état de l'art, en tout cas de l'agilité? Tout à fait. Toutes nos applications spécifiques sont développées avec une méthodologie dite agile, la fameuse containerisation dont vous parliez. Ça veut dire qu'il a fallu aussi accompagner l'ensemble de nos directions métiers à ces méthodologies-là. Donc on est vraiment là-dedans, on est dans des notions de sprint. Et j'ai envie de dire que cette notion d'agilité de sprint est encore plus efficace chez JJA puisque nous sommes une entreprise résolument orientée vers nos clients, vers les opportunités que peuvent nous apporter nos clients. Et donc on a un besoin de réagir vite sur le 80-20 et de créer cette valeur vite. Donc dit autrement, un cycle en V chez JJA, ça me paraît très très compliqué. Alors, certains projets sont menés plus en cycle en V. Évidemment, un ERP, le cycle en V, on évite. On mène quand même une réflexion beaucoup plus globale depuis le départ. Mais tous nos développements sont spécifiques, et il y en a quelques-uns, sont réalisés de façon agile. Vous faisiez une relation avec les métiers, justement. Quelles sont finalement les relations que vous entretenez avec les métiers? Aujourd'hui, est-ce que la DSI est toujours considérée comme un centre de coût? Est-ce que c'est toujours considéré comme quelqu'un qui bloque certains projets parce que justement il y a les éléments techniques? Où en êtes-vous justement dans cette relation DSI-métier? Alors, je pense que nous en sommes au bon endroit. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire perdurer cette confiance. Aujourd'hui, la DSI, déjà, premièrement, c'est une équipe extrêmement dynamique et elle est réellement reconnue comme un acteur de sa transformation et la transformation de l'entreprise. Nous avons des véritables relations de partenariat et c'est ce que j'ai souhaité, puisque c'est mon fil rouge. C'est le fil rouge que j'ai globalement en tant que DSI, créer cette notion de partage, cette notion de confiance et cette notion de travail collaboratif.
L'idée là-dedans, c'est qu'il y ait une répartition équitable des rôles et responsabilités, mais que l'entraide soit là et qu'on puisse s'aider les uns et les autres. Et l'idée, elle est assez simple, hein. Main dans la main, naviguons vers les succès ensemble. Il ne sera ni celui de la DSI, ni celui de métier, mais avant tout celui de l'entreprise. Ça signifie avoir un rôle de communicant de plus en plus, ou de marketing de la DSI aussi? Oui, ça signifie ça. Ça a aussi fait partie de la transformation de la DSI, puisqu'on a travaillé beaucoup de choses dans la transformation de la DSI, assez rapidement après mon arrivée, avec un repositionnement de cette DSI en termes d'organisation, une chose très orientée métier. Mais on a mis un accent fort justement sur ce qu'on appelle le marketing de la DSI et sa communication, puisque je pense que c'est un levier important, à la fois pour valoriser le SI en tant que tel, et créer cette valeur, mais également vis-à-vis des collaborateurs, à la fois de la DSI et à la fois du métier, parce que bien souvent, et on le sait, un projet informatique des directions métiers ou d'une direction générale, c'est pas toujours très bien appréhendé. Et l'idée que l'on en a, c'est vraiment ça, mettre en avant l'ensemble des collaborateurs qui contribuent à ces succès, qui sont des projets informatiques, mais qui sont extrêmement importants pour l'entreprise. Jocelyn Ollier, peut-être dernière question sur l'évolution les développements à venir au sein de JJA, et plus particulièrement de la DSI. Ça va être dans quelle direction? Alors, la direction, c'est déjà une direction de finir la roadmap sur laquelle on s'est engagé cette année. Ce sont des roadmaps lourdes, très lourdes, et ce sont des roadmaps aussi qui ont des géométries variables. Voilà. Il y a un socle qui est présent, mais comme je le disais, nous sommes très orientés clients. Donc face à une opportunité, on ne va pas hésiter à ajuster cette roadmap. Voilà. Donc nos priorités pour la fin de l'année, c'est de finaliser la mise en œuvre de notre ERP sur les référentiels, donc les fournisseurs, les clients, les articles, en mettant des add-ins type PIM pour venir irriguer l'ensemble des canaux. La deuxième priorité, c'est effectivement de déployer des outils qui, eux, sont beaucoup plus métiers, beaucoup plus verticaux. Donc, on parle d'un CRM, en l'occurrence avec Salesforce. On parle également d'un TMS, puisque là aussi, on a un lien fort avec nos fournisseurs qui sont des industriels, puisque nous sommes un industriel de marque. Donc, ça, c'est un élément très important. Ça, c'est la première des choses. Continuer dans notre chemin sur la data, puisqu'on a encore beaucoup de choses à faire sur la data, notamment finaliser un certain nombre d'indicateurs de pilotage de l'entreprise, puisque maintenant, on est vraiment dans le travail transversal, en essayant de raccrocher tous les use cases et faire en sorte que l'on lie l'entreprise à ça. Sur cette question-là, justement, des métriques, est-ce que des notions de RSE aussi rentrent ou vont rentrer en considération? Elles rentrent complètement. C'est tellement vrai qu'on a créé notre propre application qui nous permet de piloter les éléments RSE de l'entreprise. Donc c'est une application maison. Voilà un joli spécifique, qui d'ailleurs est en cours de certification par l'AFNOR, voilà, complètement relié au SI, et qui nous permet justement de gérer ces notions de RSE depuis la conception du produit jusqu'à sa vente, et de l'optimiser. Donc oui, on a aussi de la data autour du RSE, et c'est un pilier d'ailleurs également de la stratégie de JJA. Jocelyn Ollier, merci beaucoup pour cette présentation, et puis nous avoir fait justement découvrir JJA aussi, et la DSI de JJA. C'est avec plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Et on poursuit cette émission avec l'invité suivant. Et nous retrouvons désormais la start-up Wiser en partenariat avec My French Startup. Alors Sébastien Garcin, vous êtes dirigeant et cofondateur de Wiser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le périmètre de vos fonctions et ce qu'est Wiser? Donc, je suis cofondateur de Wiser avec 3 autres associés. Wiser, c'est une start-up qui a 4 ans aujourd'hui et qui est spécialisée dans les contenus pour le e-commerce et les marketplaces. Alors, sur quelle technologie repose la plateforme et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'articule? Alors, ce que fait Wiser, c'est automatiser des processus de contrôle, de mise en qualité et de production de contenu pour les sites e-commerce. L'enjeu est fort sur les sites e-commerce d'avoir très simplement des descriptifs produits, des attributs qui soient conformes au produit, qui soient bien rédigés, qui soient fiables, avec des produits qui sont rangés au bon endroit dans la taxonomie, l'arborescence des sites. C'est un enjeu à la fois de business, parce qu'un produit bien décrit, qui est rangé au bon endroit, il va mieux se vendre que si vous mettez un casque de vélo dans le rayon chaussures, il ne va pas se vendre. Ça paraît bête, mais en fait, toutes ces tâches, tous ces processus, aujourd'hui sont manuels.
et nous, on les automatise. Alors, on les automatise avec beaucoup de machine learning, beaucoup d'intelligence artificielle, mais pas que, parce qu'il faut aussi s'intégrer dans les processus métiers. Il faut s'intégrer sur les plateformes de nos clients. Donc, c'est vraiment une technologie à deux jambes, une forte jambe sur l'IA et le machine learning, et une jambe importante en processus data, en intégration dans les plateformes métiers de nos clients. Avant de revenir sur l'intelligence artificielle, juste un mot de vos clients, c'est dans différents secteurs. Aujourd'hui, j'allais dire, est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur les types de clients que vous avez? Tout à fait. L'un des derniers clients qu'on a signé, c'est ADO au niveau européen. Et chez ADO, on travaille pour leur marketplace qui sert à la fois la marque l'enseigne Leroy Merlin et Bricoman sur un scope de plusieurs pays. Là, ADO, ils ont des enjeux forts de grossir le catalogue. Une marketplace, la performance d'une marketplace, elle est directement liée à la taille de son catalogue. Donc voilà. Et de time to market. Qu'est-ce qui se passe quand un vendeur met un produit en vente sur la plateforme Leroy Merlin ou Bricoman? Il doit ranger le produit au bon endroit et ensuite il a toute une série de tâches à effectuer, mettre des attributs, réécrire le descriptif, etc. Ce n'est pas toujours le métier des vendeurs. Ils n'ont pas toujours le temps de comprendre comment fonctionne la plateforme, etc. Et donc, ils commettent beaucoup d'erreurs ou des choses incomplètes. Chez ADO, leur besoin, c'est de contrôler cette présence de ces produits. Ça leur prend énormément de temps. Ils ont un time to market très important entre le moment où un vendeur met le produit et le moment où il peut être mis en ligne. Pendant tout ce temps-là, le produit n'est pas vendu. C'est du business qui n'est pas réalisé. Et puis, c'est beaucoup d'énergie humaine, de processus pour faire ça. Nous, on automatise ce processus de façon à ce que ce time to market soit fortement réduit et pour que le produit arrive plus vite en ligne et que sa présence en ligne soit plus conforme aux attentes des internautes. Donc, il arrive plus vite pour être vendu et il est mieux vendu parce qu'une fiche produit qui a été bien traitée, bien retraitée, elle convertit mieux. Vous avez un delta, en tout cas, de gain de performance. Est-ce que ça se quantifie et comment ça peut se valoriser? Ouais, c'est difficile à quantifier. Une chose est sûre, c'est qu'un produit mal décrit convertit 5 fois moins qu'un produit bien décrit. Alors, décrit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que la description soit intéressante, qu'elle y ait tous les éléments, etc. Mais pas seulement, il y a aussi un peu de back-office. Il faut qu'il y ait des attributs. Par exemple, la couleur, la matière, la marque, parce que ces attributs vont permettre au produit d'être bien référencé dans le moteur de recherche. Et quand vous activez les filtres, quand vous activez la recherche en champ ouvert, si vous voulez que votre produit soit trouvé, il faut qu'il soit bien indexé. Donc c'est tout ce travail-là, c'est des tâches assez triviales, c'est-à-dire que n'importe qui peut le faire en fait, mais tellement répétitives qui doivent s'appliquer sur des millions de produits que c'est important de les automatiser. Alors justement, qui dit automatisation dit intelligence artificielle, ou en tout cas machine learning. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'IA générative. On sait que des grands retailers comme Carrefour, par exemple, veulent l'intégrer à l'intérieur de leur marketplace. Est-ce que ça, c'est des choses que vous regardez? Puis peut-être plus prosaïquement, qu'est-ce que vous utilisez dans l'IA en particulier? Alors, c'est des choses qu'on regarde. En fait, dès le début de nos premiers modèles utilisaient BERT et Camembert, qui sont des LLM. Des LLM, large language model, des LLM avant qu'on dise LLM. Donc ça, notre techno, elle est construite là-dessus depuis longtemps. Donc quand on a vu arriver tous les nouveaux modèles qui sont sur le marché, en particulier à travers OpenAI, c'était un cadeau pour nous. Et d'ailleurs, on va annoncer à Vivatech la sortie d'une nouvelle feature, donc la capacité, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail, de générer un nouveau descriptif produit. Et clairement, on n'aurait pas été en capacité de le sortir aussi vite sans OpenAI. C'est pour ça que pour toutes les boîtes comme nous qui construisons des produits professionnels basés sur des modèles d'IA et de machine learning, OpenAI, c'est une magnifique opportunité d'aller plus vite, avec des choses plus performantes et qu'on développe plus rapidement. Avec toutefois un warning, ça a des coûts importants. Et donc le fait de très bien maîtriser à la fois la technologie, les flux de données en amont, c'est extrêmement important pour les utiliser à juste titre, à bon escient. Peut-être rappeler en quelques mots les différents bénéfices pour les utilisateurs. Je pense notamment à la sécurité qu'on n'a pas évoquée encore. C'est un point important et qu'on a vite évacué. Parce que nous ne manipulons que des données de contenu e-commerce, des titres, des descriptifs produits, des attributs.
Donc, c'est important qu'aucun pirate vienne rentrer dans nos infrastructures, mais les conséquences ne seraient pas gravissimes. En fait, on ne manipule aucune donnée personnelle. Tout ce qu'on manipule, c'est les données qui décrivent des objets et aucune donnée qui décrivent des gens. Donc, on a moins d'enjeux de sécurité que si c'était d'autres technologies. Vous n'avez pas des problématiques de scrapping, notamment pour la concurrence, parce qu'il peut y avoir aussi des catalogues de tarification, de produits aussi. Est-ce que ça a un rapport avec ça aussi ou pas? Pas tellement. Au début, on a pas mal scrappé parce qu'on avait besoin de données, on n'avait pas de clients. Donc, on allait chercher des données. Aujourd'hui, on travaille sur les données de nos clients, sur les données que nous confie le client, qui sont des catalogues produits, parfois qui peuvent être très importants. Une marketplace, c'est facilement 5, 6, 7 millions de produits. Et donc, on entraîne nos modèles sur les données des clients. Il n'est pas tellement... le scrapping est une science de hacker qui n'est pas ultra fiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un business model sur du scrapping, c'est juste pas possible. C'est pratique pour essayer, pour faire de la R&D, mais on ne peut pas construire un produit fiable et industriel sur du scrapping. Peut-être dernière question sur les évolutions de Wiser. Alors on a discuté un petit peu de la passerelle avec OpenAI. Est-ce qu'il y a d'autres orientations pour les évolutions? Il y a des orientations moins glamour, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'IA et c'est important, c'est le cœur, mais il y a tout le reste, c'est-à-dire notre capacité à nous intégrer dans les plateformes de nos clients. Donc, quand on parle de Marketplace, on parle de Miracle ou de Vtex. Quand on parle de PIM, e-commerce, on parle de SAP, on parle de Salsify, on parle d'Akeneo, d'objets comme ça. Et en fait, tout notre enjeu, c'est d'arriver à comprendre à chaque fois quel est le processus de nos clients et comment on doit s'intégrer astucieusement à l'intérieur de ce processus. On ne souhaite pas être une plateforme de plus. On souhaite être un objet technologique performant, efficace, mais qui agit au sein des processus existants de nos clients. Ça, c'est vraiment développer des connecteurs, des API. C'est développer des connecteurs, mais c'est même plus que ça, c'est vraiment avoir une compréhension produit sur quelle est l'expérience de mes utilisateurs, à quel moment ils ont mal et à quel moment je dois venir leur donner l'information dont ils ont besoin, la petite tâche que je vais automatiser qu'ils ont besoin de faire à ce moment-là. Moi, ma vision ultime, c'est que nos clients nous oublient en fait, et qu'ils ne sachent même pas qui sont nos clients parce que ça marche tout seul, et ça produit des bons résultats, ils sont contents comme ça et nous, on serait très contents de cette façon-là également. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sébastien Garcin. Merci. Et tout de suite, nous passons à la suite de l'émission. Bien, bonjour et bienvenue sur cette webconférence Le Monde Informatique dédiée au secteur du retail. On va s'intéresser vraiment à la digitalisation du secteur, ses enjeux, ses tendances, ses perspectives. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Bastien Olagnier, qui est Business Development Manager chez Hitachi Solutions. Bonjour Bastien. Bonjour Olivier. Et Clément Gramont, qui est donc responsable avant-vente chez Hitachi Solutions. Bonjour Clément. Bonjour Olivier. Alors, on va parler data, parce que les sujets, je dirais, data et employé expérience sont étroitement liés. On parle même de 2X data. Alors Bastien, est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu le contexte marché et les enjeux de ce marché autour de la data et de l'employé expérience? Tout à fait Olivier. Aujourd'hui, on a des clients qui sont de plus en plus exigeants, qui sont habitués à avoir des parcours sans couture, premium, où ils peuvent passer du digital au physique sans problème. Certaines marques l'ont amené avec un degré d'expérience client non connu auparavant, par exemple la marque à la pomme. Mais la problématique qu'on a, c'est que les systèmes historiques, ils étaient plutôt silotés. Donc on avait des problèmes pour adresser le client sur un parcours omnicanal. Aujourd'hui, c'est un véritable enjeu que de pouvoir avoir cette expérience-là. Et pour le faire, il faut qu'on adapte le modèle de données au business model de l'entreprise. Vraiment, l'enjeu, c'est d'aller extraire, d'aller chercher toutes les données qui sont éparses, de les emmener à l'utilisateur au métier par le canal approprié. C'est vraiment l'enjeu, d'où l'importance du modèle de données, ce que vous venez de citer. Alors, Clément, qu'est-ce qu'il faut faire pour, je dirais, mettre en place ce modèle de données, se l'approprier? Alors dans un premier temps, Olivier, c'est un projet technologique qu'on va devoir mettre en place. Donc il faut capturer la donnée, il faut la stocker et la structurer selon ce modèle de données qui va être compatible et qui va servir les différentes applications métiers. Une fois qu'on l'a structurée, il faut aussi la sécuriser et la gouverner. Parce qu'on a bien sûr des enjeux de sécurité, de confidentialité, la RGPD notamment. Et donc tout ça, c'est un projet data, un projet technologique. Et c'est potentiellement un projet qui peut prendre du temps
Et c'est un projet, tant qu'il n'est pas terminé et tant qu'on n'a pas activé la donnée, on n'a pas de valeur et pas de ROI. Alors Clément, justement au niveau des solutions techniques, comment démocratiser l'accès à la donnée, comment la rendre accessible, comment activer la donnée pour la rendre accessible au métier? En effet, c'est un enjeu qui est crucial pour avoir un ROI derrière. Donc dans un premier temps, il faut démocratiser cette donnée. La donnée était historiquement plutôt un domaine des data scientists, un domaine qui pouvait être compliqué. Si on veut avoir de la valeur, il faut que les métiers directement, les utilisateurs, aient accès à cette donnée. Donc on va chercher des solutions qui vont être simples d'utilisation pour les utilisateurs. Et en l'occurrence, dans les solutions Microsoft, qui est notre partenaire chez Hitachi Solutions, on va avoir Power BI qui permet par exemple d'exprimer des requêtes en langage naturel. Avec une dose d'IA aussi de plus en plus, non? Parce qu'il y a de plus en plus de moteurs de machine learning et d'IA et accessibles à l'utilisateur. Oui, en effet. Donc l'IA va permettre de comprendre le langage. On va pouvoir demander quel est le pays où les ventes en ligne ont augmenté le plus ces 3 derniers mois. Le système va nous trouver l'information. Et dans l'autre sens, quand on a beaucoup d'informations et un rapport qui peut être compliqué à comprendre, l'IA va réussir à corréler des informations ou trouver des tendances et les exprimer en langage naturel, avec des moteurs comme ChatGPT dont on parle beaucoup en ce moment. Et donc, la deuxième étape ensuite, une fois qu'on a une information, par exemple, tel segment client a un fort taux de churn, il faut bien en faire quelque chose. Il faut actionner cette donnée-là pour réussir à apporter de la valeur et à inverser une tendance. Et pour actionner cette donnée, on va pouvoir utiliser des applications métiers, comme les applications de vente d'un CRM, des applications marketing pour lancer des campagnes marketing, mais aussi potentiellement des applications mobiles sur le terrain, avec l'avantage qu'on va réduire l'écart entre tout ce qui est digital, donc j'ai parlé de vente en ligne, de marketing, et tout ce qui est terrain, avec une application qu'on peut mettre dans des points de vente, dans des ateliers, ou auprès d'un commercial qui va faire sa tournée de visite, tournée de magasin. On est vraiment très orienté métier, très orienté utilisateur. Oui, tout à fait. Et je crois que vous avez une petite démo d'application justement métier. Oui, justement. Donc là, je peux vous montrer une vidéo d'une application métier qu'on a faite pour une entreprise qui produit des boissons. Et les commerces terrain doivent aller visiter les magasins, faire un relevé de ce qui est en rayon. Et pour ça, ils doivent gérer leur tournée, gérer leur agenda. Et donc, on a mis en place une application que vous allez voir dans la vidéo où on peut gérer son agenda, sa tournée et faire un rapport de visite. Donc là, dans la vidéo, on voit qu'on a la vue du planning de la personne et ensuite la vue du client avec les ventes et des recommandations de la data, justement. Et ensuite, le commercial, avec toutes ces informations en main, va pouvoir lancer sa visite et son rapport de visite. Bastien, peut-être un autre exemple en entreprise d'application concrète justement de mise à disposition de ces données? Oui, tout à fait. On a de nombreux clients, notamment dans la distribution de matériel électrique. Historiquement, un métier qui était relativement basique, avec une activité essentiellement physique, sur lequel il y a eu un impact majeur lié au Covid, où la majorité des clients ont migré vers une expérience digitale à ce moment-là, dans la prise de commande, mais où le fait de retirer ces produits dans le réseau physique reste important. Donc on a un véritable enjeu à avoir un lien entre les différents systèmes pour avoir les ventes, la supply chain et avoir une expérience client la plus intéressante possible sur laquelle je ne pose pas de questions pour savoir si je vais avoir mon produit en magasin une fois que je l'ai commandé et éventuellement même si j'ai un retour à faire sur ce produit, je peux facilement retourner vers mon distributeur sans avoir d'impression de limite. On est vraiment dans les enjeux de l'expérience client sans couture, quel que soit le canal en fait. C'est exactement le sujet. Est-ce que, on parlait de l'importance, Clément, de cette solution technique. Le socle technique est primordial, c'est important d'aller recueillir un peu toutes ces données. Mais ce n'est pas qu'une histoire de technologie, il y a besoin aussi d'expertise, de compréhension peut-être des process, d'accompagnement. Oui, tout à fait. Et d'une méthode qui va permettre de récupérer le ROI le plus vite possible. Comme je disais, un projet data peut prendre du temps. Et donc nous, chez Hitachi Solutions, on essaye de raccourcir ce temps-là pour avoir un retour sur investissement rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est travailler en effet avec les métiers, pour identifier les enjeux qui sont prioritaires. Et on va identifier un enjeu prioritaire, un cas d'usage qui est vraiment essentiel. On va isoler la donnée dont on a besoin pour ce cas d'usage-là et on va le mettre en place. Ça permet de raccourcir
le temps d'implémentation, avoir un ROI plus rapide. Et autant que possible, on va faire des itérations de cas d'usage pour réduire le temps projet, justement. C'est vraiment cette approche par use case qui permet d'obtenir du ROI rapide et tangible. Oui. Très bien, merci messieurs. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rapprocher des experts d'Hitachi Solutions. Il est temps maintenant de retrouver Samir Amelal. Bonjour Samir Amelal. Bonjour. Alors vous êtes DSI et CDO de Auchan Retail France. Alors peut-être première question, c'est vrai que cette double casquette est assez rare. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement du périmètre de votre fonction au sein de Auchan Retail France? Alors oui, mon périmètre est comme son nom l'indique finalement, celui de piloter la stratégie data d'Auchan Retail France, donc en tant que Chief Data Officer. C'est-à-dire la fonction pour laquelle je suis arrivé chez Auchan. Puis ensuite, très rapidement, pour des raisons finalement qu'on pourrait expliquer, il y a beaucoup de data en IT, il y a beaucoup d'informatique, etc. Donc il y a une certaine proximité. On m'a confié aussi l'IT en septembre dernier. Donc je suis maintenant aussi DSI de Auchan Retail France. Et donc j'ai aussi pour fonction d'animer cette finalement IT et cette transformation aussi de cette IT qu'on a à faire chez Auchan. Juste pour préciser, Auchan Retail France, ça représente quoi exactement au sein du groupe Auchan? Alors c'est vrai qu'Auchan Retail France est très important dans le groupe Auchan Retail, puisqu'en fait ça représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise, environ 15 milliards d'euros. En termes de collaborateurs, c'est très important aussi. On a environ 60 000 collaborateurs. On a aussi les gens qui sont dans les hypermarchés, dans les supermarchés, etc. Mais au siège, on est aussi un certain nombre. Donc effectivement, Auchan Retail France, c'est la plus grosse entité ou le plus gros pays du groupe Auchan, avec effectivement, encore une fois, la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors vous avez évoqué la data justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les défis d'Auchan Retail? Alors ils sont très nombreux. Alors la data a un rôle prépondérant dans la mesure où finalement, comme on est confronté depuis quelques années, d'ailleurs depuis un certain nombre d'années, pas que depuis 3 ou 4 ans, à des chocs inattendus. On a eu le 11 septembre, la crise des subprimes, le H1N1, l'arrivée de nouveaux acteurs, Amazon, Netflix, Uber, etc. Puis ensuite le Covid, l'inflation, la guerre, enfin tout ça. La data est vraiment un vecteur d'adaptabilité. Alors c'est une vision peut-être un peu darwinienne, mais effectivement Darwin disait que l'espèce qui survivait n'était pas la plus intelligente ou la plus forte, mais celle qui s'adaptait. La data nous permet finalement de faire face à ces chocs. Donc nous, notre vision des choses, c'est de dire que cette data, on va l'utiliser pour développer des dispositifs qui vont nous aider. Alors je l'ai vécu pendant le Covid, je le vis là actuellement, par exemple l'inflation. Une grosse partie en fait de l'enjeu de l'inflation est gérée grâce à des algorithmes qui nous permettent de mesurer l'élasticité prix, d'introduire finalement des informations, des données qui ont eu un impact sur cette sensibilité au prix. Alors il y a l'historique, il y a les prix de nos concurrents, il y a la météo, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Et ça nous permet justement de faire face à ce choc finalement inattendu, mais il y en a plein. Et d'ailleurs, on s'attend à ce qu'il y en ait d'autres dans les années qui viennent. Et donc, maîtriser cette data, ça nous semble quelque chose d'assez essentiel. Voilà, et après, il y a des enjeux de gouvernance autour de cette data. Donc voilà, ça fait partie des sujets. Une des problématiques, quand crise après crise, en fait, on s'aperçoit que la data doit vivre, en tout cas doit être rafraîchie. Comment on prend en considération cette partie-là? Est-ce que c'est facile d'adapter la data, ou est-ce qu'il faut déjà avoir au moins un socle propre avant de pouvoir... Alors c'est vrai que ce socle, il est important à de nombreux égards. D'une part parce qu'en fait, il est important dans l'animation de cette gouvernance. On essaie de s'organiser en data mesh. Bon, le terme est à la mode, et en réalité, ça veut pas rien dire pour nous. Moi qui étais CDO depuis quelques années, j'ai vécu finalement les différentes étapes de maturité du poste de CDO et de la gouvernance data. Et c'est vrai que je trouve beaucoup de sens dans ce paradigme qu'est le data mesh, mais ça nécessite d'avoir un socle solide, d'être capable finalement de mobiliser ces données qui sont très souvent produites dans les systèmes d'information, mais elles sont produites pour les systèmes d'information et pour les métiers, mais elles ne sont pas produites pour être analysées. Finalement, la data analytique,
n'a pas le même output que la data IT. Et donc les deux outputs principaux, ce sont la data science ou l'IA, ce genre de choses, la modélisation, et puis le BI. Et donc il faut être capable de mobiliser ces données et de les rendre exploitables finalement pour la data analytique. Donc c'est vrai que c'est un enjeu assez important pour nous. Et puis comme vous le disiez, finalement ces chocs nous confrontent parfois à l'inexploitabilité des historiques. Finalement les chiffres ont été complètement... les historiques se sont retrouvés complètement déstabilisés par des crises comme le Covid, et donc il a fallu trouver de nouvelles façons de faire du prédictif, etc. La data un peu haute fréquence, des choses un peu plus, des processus markoviens, enfin des choses en fait qui se basent peut-être un peu plus sur le présent que sur les historiques, et trouver des contournements. Toujours est-il que c'est vrai que ce socle nous paraît assez déterminant. Peut-être juste une précision, vous avez évoqué le data mesh, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus et nous expliquer en quoi ça consiste? C'est effectivement, comme je le disais, pour moi une étape de la maturité du job de CDO et de l'animation du data office. Au début la première fois que j'ai été nommé CDO, au début des années 2010 chez Publicis, en fait, on était finalement passé d'un data chaos où quelques directions, quelques filiales faisaient de la data, celle qui était le plus mature, souvent le marketing, un peu la finance en BI, un peu l'IT, etc. Mais c'était quelque chose d'assez hétérogène, éclaté dans l'entreprise, pas gouverné. Quand le CDO est arrivé, il a finalement centralisé cette démarche, donc elle s'est retrouvée très centralisée. Et on s'est confronté à un certain nombre d'écueils. Le premier écueil, ça a été l'industrialisation, parce que ça a été aussi l'ère d'époque, proof of concept et d'époque, proof of value. Donc il a fallu faire des choses finalement de manière très artisanale et ensuite être capable de les industrialiser. Donc on a eu aussi un travail autour du MLOps, du DataOps et aussi des organisations qui nous ont permis d'industrialiser. Et surtout, on était confronté à un phénomène de bottleneck, de goulot d'étranglement. Et ce problème, finalement, il est en partie résolu par l'approche data mesh. Pourquoi? Parce que finalement, l'idée, c'est de responsabiliser l'ensemble des directions d'une entreprise par domaine sur la data et leur dire qu'il faut se réapproprier la data. C'est comme si on disait finalement les RH, c'est que le sujet du DRH. C'est totalement faux, c'est le sujet de toute l'entreprise, on a tous du management à faire, etc. Là, c'est pareil, pour la data, c'est le sujet de toute l'entreprise. Donc, en fait, le data mesh, c'est de faire en sorte que chacun s'approprie le sujet, que chacun ait des compétences en data. Peut-être que personne ne fera mieux un score de churn qu'une direction marketing avec les bons data scientists, etc. Et après, il y a une gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se travaille tous de la même façon, qu'on ait des frameworks pour travailler correctement et tous de la même façon avec les bonnes données, qu'on soit capable de justement nous assurer que c'est maintenable. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, ce phénomène de bottleneck est un peu moins subi par la direction data centrale, qui est plutôt en charge de la gouvernance ou du régalien, parce que finalement, chaque direction va arbitrer ses priorités elle-même, plutôt que de venir ajouter des choses dans la backlog, et ça devient indépilable, ça devient compliqué, ça crée de l'insatisfaction, etc. Voilà. D'avoir une diffusion de la culture de la data à l'intérieur des métiers nécessite aussi d'avoir un outillage pour ensuite le diffuser correctement. Vous êtes tourné vers quel type de solution en matière d'outillage? Alors on est plutôt Google. Alors dans l'entreprise, c'est Microsoft et Google, ce sont nos deux cloud providers principaux, en tout cas les très importants. En data, c'est plutôt Google. D'ailleurs, c'était une étape nécessaire, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parle d'industrialisation, des plateformes comme GCP nous ont fortement aidé à être capables d'industrialiser. Il y a plusieurs angles d'industrialisation. Il y a l'angle métier, il faut adopter les solutions, s'y approprier réellement, changer, c'est très transformateur, parce que ça nécessite souvent, quand on met une IA dans les mains d'un métier, de transformer son process métier. C'est là où la data est transformatrice des métiers. Mais après, il y a la scalabilité ou le passage à l'échelle technologique. Est-ce qu'on est capable de passer à l'échelle techniquement et maintenir et faire évoluer, parce que c'est des produits, donc ça évolue comme une roadmap de logiciel finalement, et faire reposer finalement ces sujets sur des plateformes comme GCP, c'est très très pratique parce qu'il y a toute une partie de l'exploitation qui est prise en charge par les services managés. C'est autoscale, ça présente un certain nombre d'avantages qui, pour de petites équipes data, souvent ce sont de petites équipes,
peuvent justement ensuite non seulement passer à l'échelle, mais gérer le run en s'appuyant sur ces plateformes-là. Et pour être bien transparent et de savoir comment vous avez évolué, vous êtes parti d'abord sur un data lake, vous parliez de GCP, quelque chose à l'intérieur qui s'appelle BigQuery, notamment pour la partie big data. Et ça va jusqu'où j'ai cru comprendre que vous aviez aussi du low-code, no-code, enfin en tout cas, pour que les métiers puissent se l'approprier. Tout à fait. Exactement. En réalité, je vois ça comme finalement une superposition de couches d'abstraction. C'est vrai que ce qui a changé en data, moi j'ai été data miner il y a 20 ans, et je passais beaucoup de temps en fait, à faire de la transformation de données pour créer mes modèles. En fait. Donc je manipulais, alors on faisait un snapshot d'un MDM ou d'une base qui venait de l'IT en fait, et qui était juste une photocopie de la solution. Et après j'avais beaucoup de travail de transformation de données. Là, en fait, on a un peu changé de paradigme depuis les big data, entre guillemets, et donc on fait maintenant beaucoup plus de LT. Donc on fait de l'extract, load and transform. Et le transform, il se fait un petit peu après, parce qu'on ne sait pas forcément, c'est très exploratoire, surtout la data science, on ne sait pas exactement ce qu'on va en faire. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on déverse les données dans des data lakes, ça peut être GCP, ça peut être des choses qui acceptent des bases de données orientées documents, ça peut être des bases de données orientées objets, etc. Puis ensuite, on a cette étape de transformation. On a des technologies qui viennent nous y aider de plus en plus, des choses comme, si je parle de Google Looker, on ajoute DBT on utilise nous chez Auchan DBT pour opérer ce transform, pour finalement standardiser ce transform, la couche Looker pour créer des objets plus intelligibles finalement, plus faciles à manipuler. Ensuite, des couches peut-être de BI encore plus drag and drop, encore plus faciles à manipuler. Et ça nous aide justement à accompagner le métier dans cette transformation. C'est-à-dire que certains métiers auront des gens qui savent manipuler du SQL, parfois même du Python, et d'autres métiers ne seront pas suffisamment matures. Et donc, plutôt que de leur demander d'apprendre le SQL ou le Python, on va leur demander finalement de s'approprier des interfaces beaucoup plus user-friendly, beaucoup plus low-code, et leur permettre en fait de créer finalement des rapports ou des choses comme ça. Vous avez parlé de plusieurs couches, je voudrais parler de celle de la sécurité. Comment on l'intègre autour de la donnée justement? Alors c'est vrai que d'ailleurs c'est un sujet qui est très transversal chez Auchan. On s'oriente vers une démarche, alors que ce soit en data ou en IT, DevSec, FinOps, bon, ça commence à faire beaucoup de spécificités, mais c'est vrai que la partie sec est très importante. Donc on a monté un CCOE, un centre d'excellence cloud, qui est un véhicule finalement de notre transformation. C'est-à-dire qu'en gros, il va accompagner le refactoring et les pratiques. Le refactoring parce qu'effectivement on a un certain nombre de dispositifs qui sont en dette, en old legacy, et donc on doit les transformer, les repenser, etc. On n'aime pas trop faire de lift and shift, on trouve qu'il n'y a pas un intérêt majeur. Et puis aussi ça nous permet d'harmoniser nos pratiques parce que comme on est une grande entreprise avec beaucoup de monde en IT notamment, même en data, par rapport à d'autres entreprises dans lesquelles je suis passé, il y a quand même pas mal de monde. Et donc en fait on doit accompagner des pratiques, harmoniser des pratiques, et donc c'est ce CCOE finalement qui va standardiser, qui accompagne la standardisation. Et donc le SEC est quelque chose de très important pour nous. Moi j'ai vu des choses aberrantes, d'ailleurs pas que chez Auchan, j'ai vu des gens qui mettaient les credentials dans le code, etc. Donc toutes ces choses-là justement c'est à bannir, et donc on crée les pratiques les plus conformes en fait de ce point de vue-là avec ce CCOE. Alors on a été, Samira Melal, on a été beaucoup technique en tout cas, mais c'est agréable d'avoir cette vision. Aujourd'hui, on a beaucoup de buzzwords autour de l'IA générative. Un de vos concurrents a évoqué un moteur de recherche avec l'IA générative pour son site de e-commerce. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, justement, puisque vous avez la double casquette, c'est data et informatique. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez et qui potentiellement vous intéresse à mettre en place? Bien sûr, on le regarde très attentivement. On essaye et d'ailleurs on est en train d'expérimenter des choses. C'est d'expérimenter des choses qui seront impactantes pour nous ou de notre point de vue et qui auront un véritable, qui répondent à un véritable enjeu pour nous et éviter de tomber dans l'anecdotique. Donc on teste pas mal de choses. On n'est pas surpris par l'arrivée de l'IA générative, puisque le NLP, c'est des sujets dont on parle depuis longtemps.
réseaux de neurones génératifs comme le GAN, l'Antagonic Generative Network, c'est des choses en fait qui existent depuis quelques années, et donc on les connaît aussi très bien. Bon, c'est vrai qu'on est quand même très impressionné malgré tout par l'arrivée de solutions comme OpenAI, enfin ChatGPT, etc. On sait que voilà, c'est quelque chose qui peut nous apporter finalement de l'accélération, pas moins, pas plus finalement que d'autres générations ou d'autres types d'IA, comme le computer vision. Par exemple, le computer vision, pour notre excellence opérationnelle, là on vient de déployer un magasin au Auchan qui utilise beaucoup le computer vision. Alors, Auchan répond à un service en particulier. Ça, comme je le dis souvent, ça n'a pas vocation à se substituer aux IPR, aux supermarchés plus classiques. Ça vient apporter un service de fluidité, de course d'appoint, de course de snacking, etc. Mais l'autre effet positif finalement de cette expérimentation, c'est que ça nous permet de tester par exemple des solutions de computer vision qui améliorent aussi l'expérience opérationnelle dans nos magasins plus classiques. Voir qu'un produit n'est pas à sa place, voir qu'un produit manque dans un rayon, etc. Ça nous permet de faire ça. Et c'est exactement la façon dont on voit aussi l'IA générative. Comment finalement ça peut nous aider dans notre excellence opérationnelle, en customer care, et même finalement dans la transformation de notre IT. C'est-à-dire que rédiger de la documentation, on a un problème de knowledge management, et donc notre documentation est relativement insuffisante. Et ça, c'est un véritable problème en fait finalement de résilience de notre IT, notre capacité à faire évoluer les dispositifs, etc. Donc on teste ce genre de choses. Ça, même pour les développeurs, leur faire de la supplétion de code aussi. Exactement. Et donc par exemple en IT, il y a pour le coup un impact très très important pour nous. Utiliser l'IA générative, c'est quelque chose qu'on est en train de tester parce que justement, on estime que ça peut nous faire gagner un temps fou. Alors peut-être pour la génération de code, il y a des débats. Mon CTO me disait récemment qu'il attendait de voir et qu'un bon framework pouvait faire l'affaire et qu'on n'irait pas moins vite avec un bon framework. Et donc il attend de voir, mais pour la documentation, même en IT, le knowledge management, il y a plusieurs niveaux de documentation. Il y a des documentations très techniques, la documentation un peu moins technique, etc. Et là, l'IA générative peut nous aider et c'est très impactant pour nous d'avoir une bonne documentation, par exemple. Dernière question, vous avez évoqué Auchan justement. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur cette expérimentation qui finalement, des magasins autonomes il y a plusieurs questions déjà. Vous avez fait des expérimentations, je crois qu'il y en a 2. C'est quoi les premiers retours et puis peut-être la question finale, où est l'humain dans tout ça? Alors c'est une très bonne question parce qu'on se l'est posé évidemment, mais on me la pose assez régulièrement. Et effectivement, alors pour répondre d'abord à la première question, on a effectivement testé dans un premier temps dans une école de commerce, l'EDEC à Lille. Donc, c'est quelque chose qu'on fait par itération successive et on essaye d'apprendre justement notre philosophie et comme on a voilà, un actionnaire familial, etc., c'est de prendre le temps de tester, de ne pas tomber dans certains écueils. Par exemple, on parlait d'IA générative, on a vu par exemple les dérives de chat Bing en fait, etc. Donc on essaie exactement avec les prompts cachés qui étaient finalement mal paramétrés. Donc on essaie de prendre un peu le temps de bien explorer les choses. Souvent on me dit Amazon a fermé des magasins autonomes, etc. Mais justement nous on n'est pas dans la démonstration de la capacité technologique, mais plutôt en fait dans l'exploration de ce que ça peut réellement apporter en termes d'usage profond. Et effectivement, on a appris de cette première expérimentation à l'EDEC, on a appris finalement à mesurer notre capacité de scalabilité du déploiement de ce type de magasin. L'idée étant de ne pas avoir évidemment un magasin qui nous coûte aussi cher à chaque fois qu'on en ouvre un autre. Il faut que ce soit une courbe logarithmique. Exactement, et que finalement chaque magasin, chaque unité marginale complémentaire nous coûte moins cher que la précédente, enfin, jusqu'à une certaine mesure. Après, on passe en des économies d'échelle. Mais donc ça faisait partie des tests qu'on faisait. On a essayé aussi de nous faire un avis sur les assortiments, parce qu'encore une fois, ça répond à un besoin très très spécifique, le snacking, les courses d'appoint, etc. Ça ne se substitue pas aux magasins plus classiques. Donc ça nous a pris un certain nombre de choses. Ensuite, on a testé d'autres formats où le client scannait tout seul son produit, au siège aussi. Et là, on ouvre un nouveau magasin plus grand, en fait, qui fait plus de 85 mètres carrés,
avec de nouveaux partenaires, parce qu'il y a plusieurs types de checks, il y a les caméras, il y a aussi la pesée sur les étagères, qui est un double check, etc. Donc on expérimente de nouvelles choses. On travaille avec des partenaires capables de passer à l'échelle, capables de nous offrir ces économies d'échelle qu'on cherche. Ça va nous aider aussi à tester les assortiments dans des environnements différents. Là, c'est le siège avec des publics différents, etc. Et donc, effectivement, l'idée, c'est encore une fois d'apporter un service complémentaire et de le faire intelligemment. Et donc, effectivement, de bien mesurer ces assortiments et le service que ça doit réellement apporter. Et c'est à cette condition qu'on arrivera à passer à l'échelle et à être rentable et justement ne pas refermer des magasins après en avoir ouvert parce que finalement on l'a fait juste pour montrer qu'on était capable de le faire. Après pour l'humain, nous on pense qu'il y aura toujours de l'humain. D'ailleurs on est allé avec une partie de la direction générale en Angleterre pour regarder un petit peu ce qui se faisait, puisqu'en Angleterre, à Londres, il y en a pas mal des magasins comme ça et ils ont un peu d'avance sur nous. Et on a regardé finalement ce qu'on voulait faire, ce qu'on ne voulait pas faire. On a vu des magasins qui ressemblaient à des distributeurs géants avec finalement des conditionnements, pratiquement le kiwi à l'unité, etc. Bon, on s'est dit ça ressemble plus à un distributeur qu'à un magasin. On a vu des magasins finalement qui ressemblaient plus aux magasins tels qu'on les connaît et qu'on trouvait très bien. Et justement, il y avait beaucoup d'humains finalement, dès que c'est en environnement ouvert, parce qu'il faut de l'accompagnement. Alors, le service n'est pas moins intéressant, on garde cette fluidité, mais on a des gens finalement dans le magasin qui peuvent répondre à des questions, qui peuvent aider, etc. Et donc l'humain garde sa place finalement, c'est juste le métier qui change. Et d'ailleurs l'IA, et c'est ce que je dis toujours, on dit toujours que l'IA va faire disparaître plein de métiers, etc. Moi je ne suis pas oracle ou devin, je dis qu'il y a peut-être des métiers qui vont disparaître. Toujours est-il que ce que j'observe, c'est que les métiers sont en train de changer plus que de disparaître en fait. Alors sans doute, hein, aujourd'hui on a beaucoup moins besoin de maréchal ferrant qu'il y a 2 siècles. Il y en a toujours, ça existe toujours, ils n'ont pas complètement disparu. Je pense qu'aujourd'hui, on ne fait plus du marketing comme on le faisait il y a 20 ans. On fait de moins en moins de RH comme on en faisait il y a 20 ans, on fait de moins en moins de logistique comme on en faisait il y a 5 ans. Et donc là, c'est pareil, on fera du commerce un peu différemment, avec plutôt des gens qui accompagnent et moins de gens aux caisses, peut-être, je ne sais pas. Ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Samir Amelal, pour votre présentation et puis pour cette discussion. Merci beaucoup, merci à vous. Et nous passons à la suite de l'émission. Suite de cette émission et de cette webconférence consacrée au secteur du retail, pour parler de la cybersécurité, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Juvin. Bonjour Michel. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes expert en cybersécurité, mais vous êtes aussi ancien directeur de cybersécurité de grands groupes, y compris dans le retail. Mais vous allez vous exprimer aujourd'hui à titre personnel. Oui, tout à fait. Mais j'ai un peu de passé dans le monde de l'informatique, gestion de l'information et puis de la cybersécurité dernièrement. Et en même temps, effectivement, j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises plus orientées en B2C. Et c'est un domaine qui est extrêmement dynamique, en particulier en matière d'intelligence artificielle. Alors Michel, sur le début de cette matinée, on a beaucoup parlé notamment de tout ce qui est data et données. Finalement, dans le retail, si on devait faire un zoom, quelles données faut-il protéger? Alors c'est effectivement la bonne question qu'on doit se poser au départ. Et c'est non seulement les données à caractère personnel, puisque on parle toujours de ces données en premier, suite à la réglementation. Mais pour moi, le plus important, c'est plutôt ce qui est relatif à la propriété intellectuelle. Le savoir-faire, la création, tout ce qui fait vraiment la différence de cette entreprise par rapport aux autres. Bien évidemment, la stratégie commerciale, la recherche et développement. Il y a pas mal de bases de données aussi qui sont le fruit de beaucoup de réflexions, travail, d'essais, en particulier dans le retail, dans le domaine des cosmétiques par exemple. On a des bases de données où on teste des produits sur différents types de peau. Ce sont des bases de données qui sont le fruit de travail intense de certains ingénieurs au sein de ces grandes entreprises. Et puis, bien évidemment, au-delà de tout simplement les données à caractère personnel, il y a une partie des employés qu'il faut particulièrement protéger. Ce sont ceux qui sont régulièrement ciblés par les organisations cybercriminelles, que ce soit au titre du vol d'informations ou au titre de l'usurpation de leur identité pour pouvoir entrer plus facilement dans un autre point de l'organisation. Et enfin, pour terminer, les données qui sont échangées avec les fournisseurs, parce que bien évidemment, il y a des relations contractuelles avec ces entreprises et donc de fait, il faut se protéger à tous les niveaux.
Michel, qui dit données, dit aussi génération de données, et donc système d'information, ou en tout cas équipement technologique. Quels sont finalement ces systèmes ou ces environnements technologiques qu'il faut absolument protéger? Alors, parmi tous les domaines qui sont communs, je dirais, à toutes les autres entreprises, il y a bien évidemment tout l'aspect administration, tout l'aspect la création, la production, la logistique, et puis la distribution, en particulier dans le monde du retail, où c'est un point très important. Et je ferai un petit focus sur tout ce qui concerne le poste que l'on voit dans les boutiques, ce qu'on appelle le point of sales, dans lequel il y a énormément d'informations, et en particulier un point d'accès à tous les clients de l'entreprise et leur parcours dans l'entreprise. Donc, c'est un point où il faut accorder énormément en fait d'attention en matière de cybersécurité. D'autant plus que, bien évidemment, dans les boutiques, on va avoir pas mal de périphériques qui vont être ouverts parce qu'on va rencontrer des personnes, des clients, clientes, qui dans la boutique vont faire de l'omnicanal, c'est-à-dire qu'ils vont profiter de surfer sur le site internet en même temps qu'elles vont regarder dans l'étalage s'il y a ou non le produit qu'elles cherchent et potentiellement, d'ailleurs, si c'est le même prix en ligne ou pas. Donc, il y a pas mal de points à surveiller au niveau de ce poste de travail. Et en même temps, il y a pas mal de procédures de contrôle à mettre en place pour sécuriser ces environnements qui sont autant de petits points de connexion, tributaires d'ailleurs de réseaux Internet dont on n'a pas entièrement la maîtrise. Et donc, ça nécessite un vrai travail basique d'hygiène sécuritaire dans tous ces points de vente. Est-ce qu'il y a un outillage particulier sur ces terminaux? Est-ce qu'on les protège, on les sécurise de la même façon qu'un PC avec un système d'exploitation classique? Alors, ça ressemble effectivement à un PC avec un système d'exploitation classique, avec une fonctionnalité qui est la capacité de faire de l'encaissement. Et donc, les mécanismes de protection sont vraiment similaires, sachant que la surveillance, elle est un peu plus importante, puisque bien évidemment, ce type d'appareil ne peut pas supporter de panne. On imagine bien qu'un poste commercial comme ça, ouvert au public, si vous ne pouvez pas encaisser de l'argent, ça va être tout de suite très compliqué, y compris même d'ailleurs les liens avec les périphériques bancaires et autres. Donc, c'est vraiment un environnement qui nécessite une attention et puis, bien évidemment, un service support et puis des outils de monitoring à distance le plus performant possible. Vous avez parlé de la partie omnicanalité avec le développement des vitrines web, en tout cas des sites de e-commerce. Ça aussi, c'est un point d'attention très particulier pour la question de la cybersécurité? Ah oui, complètement. Le site web, c'est la vitrine de l'entreprise, visible de partout dans le monde, et donc attaquable de partout dans le monde. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. En même temps, derrière, il y a évidemment la compétition avec les autres, mais c'est surtout l'attractivité que représente, puisque l'entreprise commerciale doit se mettre en évidence au travers de l'utilisation de son site Internet et donc se rendre visible vis-à-vis des organisations cybercriminelles. Et donc, il faut mettre un mécanisme de protection extrêmement attentif. Essayer d'éviter bien évidemment les attaques par délit de service, qui sont des attaques qui sont récurrentes sur ces types de solutions. Et ça passe par une architecture réseau au départ, qui évite les attaques avec des mécanismes pour faire du load balancer, c'est-à-dire répartir l'attaque, essayer de supporter en fait cette partie-là. Et puis, il y a le deuxième point, c'est que ce sont des sites web qui sont en développement quasiment constant. Et donc, on se retrouve avec dépendant d'un certain nombre d'entreprises qui vont faire du développement logiciel, qui elles aussi doivent appliquer un certain nombre de règles de sécurité pour avoir un code qui soit le plus propre possible et éviter les portes dérobées qui se seraient glissées dans le web. Et puis le dernier point, j'en profite, c'est la lutte contre la contrefaçon. Là aussi, un domaine vraiment compliqué à gérer, qui nécessite en fait, et souvent ce sont des juristes qui sont en charge de ça, puisqu'il y a des actions qui sont faites contre ces sites web qui usurpent la marque, ou font des actions de vente de produits illicites. Et bien évidemment, on rencontre des personnes qui sont des juristes pas trop expérimentés dans le monde de la technologie et qui se retrouvent à essayer de surfer sur le dark web pour retrouver des produits de la marque
Et là, il faut vraiment penser à eux et aller les protéger. Un élément aussi dans le retail qui est quand même aussi une terre d'innovation. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de réalité augmentée ou de réalité mixte, et puis on voit se développer par exemple de l'impression en 3D. Est-ce que finalement ces nouveaux terrains vont être aussi un terrain de jeu des cybercriminels et comment finalement les sécuriser? Alors, c'est un terrain de jeu effectivement pour les cybercriminels, mais c'est aussi un terrain de jeu, je dirais presque de tout le monde, puisque en fait, avec une simple imprimante 3D, on peut recopier un objet qui, par ailleurs, aurait une propriété intellectuelle déposée par un grand groupe. Et on peut trouver, par exemple, ce genre de fichier disponible gratuitement, et vous pouvez reproduire comme ça quelque chose qui est normalement protégé par la propriété intellectuelle. Donc, oui, les cybercriminels peut-être, mais en fait, malheureusement, peut-être monsieur tout le monde peut très bien le faire, s'il a une imprimante 3D, bien évidemment. Et là, c'est compliqué. Maintenant, c'est vrai que derrière, on doit avoir une qualité de produit exceptionnelle. Donc, on voit que la démarche sécurité doit aussi être compensée ou est assistée par un processus de production de la meilleure qualité qui va faire la différence à ce que pourrait faire une imprimante 3D. Et sur la réalité augmentée, il y a des choses où il faut être plus attentif que d'autres Alors oui, bien sûr. La réalité augmentée, c'est encore un des périphériques que l'on peut trouver effectivement sur un site internet et qui va être activé, par exemple, en boutique. Comme par exemple, on pourrait avoir des glaces qui sont en fait des écrans et qui vous permettent de vous visualiser sans essayer un produit, une robe, et ainsi de suite. Et donc là aussi, bien évidemment, on voit bien qu'en matière de gestion d'information, on a de l'information qui va partir d'un point, aller dans un cloud, être moulinée par un système expert performant et qui va renvoyer ça dans la boutique. Là, on comprend tout de suite qu'il va falloir protéger toutes ces informations parce que bien évidemment, non seulement au niveau de la protection des données à caractère personnel, il va falloir savoir effacer correctement ces données, mais en même temps, ces données ne doivent pas être piratées, on ne doit pas pouvoir accéder aux essais qui pourraient être potentiellement enregistrés dans ce flux d'informations qui rentre et qui sort de l'entreprise, du point de vente et vers effectivement le fournisseur de services. Un des grands sujets, Michel Juvin, aussi sur le retail aujourd'hui et qu'on ne peut pas ignorer, c'est l'intelligence artificielle. Alors, il y a plusieurs aspects, mais peut-être finalement, quel est le plus grand défi du retail face à l'IA? Le plus grand défi, alors l'IA apporte de la valeur dans presque tous les domaines. Donc ça, c'est un constat aujourd'hui. Ce qu'on peut apporter, enfin ce qu'on peut dire clairement en matière d'IA, c'est tous les assistants pour pouvoir faire, en particulier dans la grande distribution, pour pouvoir faire ses achats le plus efficacement possible, en s'appuyant sur un système qui va vous analyser par rapport à vos goûts, par rapport à vos besoins, par rapport évidemment à vos capacités, analyser la liste de courses que vous pourriez avoir besoin et vous la soumettre, vous la proposer. L'intelligence artificielle dans sa partie générative va simplifier en fait la communication avec un mécanisme qui est relativement simple à mettre en œuvre et qui fait que aujourd'hui Carrefour avec Opla propose une solution qui est vraiment pertinente. Pour autant, il faut être un peu geek quand même pour aller dans ce type de solution. Est-ce qu'il y a finalement la même problématique dont on parlait au début de notre conversation, qui est la question de la donnée? Parce que quand on travaille sur des IA génératives, beaucoup d'entreprises commencent à être un peu frileuses d'intégrer les données, ou en tout cas de faire tourner des modèles avec leurs propres données, et que ça soit sécurisé ou qu'il y ait des questions de gouvernance des données. Est-ce que c'est ce que vous percevez, ou en tout cas c'est une des problématiques? Oui, la gestion de la donnée, étant donné qu'on l'utilise vraiment énormément, ça devient une problématique. On la retrouve partout. On la retrouve dans des endroits où on n'imaginait pas au départ. Enfin, nous, experts cybersécurité, une des questions de fond, c'est est-ce qu'on a une cartographie applicative et technique qui soit à jour pour pouvoir savoir où se trouvent toutes les données de l'entreprise? Non, c'est effectivement un problème de fond d'avoir cette approche en parallèle de toutes les autres qui est,
la donnée, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle devient en fait un élément clé du fonctionnement de l'entreprise. C'est vraiment complexe. Et en même temps, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les process de l'entreprise est excessivement performante. Et aujourd'hui, on a des vrais systèmes puissants. Et si je voulais revenir par exemple à ma liste de courses, aujourd'hui, on a cette solution qui vous fait votre liste de courses, mais on pourrait très bien imaginer que demain, elle soit interconnectée avec votre robot automatique et que le système de logistique fasse que vous ayez la livraison et en fait, depuis votre canapé, vous dites qu'est-ce que je mange ce soir et vous avez juste à mettre entre la porte d'entrée et dans le robot et puis attendre que ça soit chaud pour manger. On pourrait imaginer de ne plus rien à faire. La logistique, la facturation serait automatiquement prise en compte. En fait, on devient complètement assisté à ce niveau-là. C'est du retail autonome complet. Non, mais c'est juste dingue, puisque en fait, ce process, il manque juste entre la porte d'entrée et arriver dans le frigo ou arriver sur la plaque. Ça devient un peu impressionnant quand même. Après, avec autant de points de faiblesse ou de points de vulnérabilité qu'il y a d'automatisation finalement. Oui, parce que chaque mécanisme, en fait, c'est un peu des systèmes d'information industriels qui sont un peu moins bien sécurisés que les autres. Et donc, fatalement, et puis, ils seront tous interconnectés, hein, que ce soit le frigo, le système de cuisson automatique. Bref, non, ça devient effectivement un peu stressant quand même. Peut-être pour terminer, une question sur l'humain. On parle beaucoup de sensibilisation quand on est dans le domaine de la cybersécurité. Finalement, est-ce qu'il y a des attentions particulières, notamment pour les salariés, en tout cas les employés du retail? Comment on les sensibilise? Est-ce que c'est différent par rapport à un autre secteur ou pas? Alors, effectivement, la sensibilisation, ça reste un domaine assez classique, hein. C'est une des 4 ou 5 actions les plus importantes que le directeur cybersécurité doit mener au sein de l'entreprise pour être certain que, en fait, on ait une compréhension des enjeux, hein, et que le risque soit que des opportunités. Le risque cyber soit que des opportunités commerciales ou de progression de l'entreprise. Donc, oui, ça, c'est effectivement un point important. Maintenant, les systèmes de tests pour s'assurer que l'employé est suffisamment éveillé au risque ont toutes leurs limites. Hein. On sait très bien que le taux de faux clics ou de mauvais clics face à une campagne de phishing, s'il part de 30% dans les premiers tests, il arrive à 10%. Mais en fait, quand on y réfléchit, s'il en restait un seul qui fait l'erreur de cliquer, ça suffit pour que la faille soit présente. Donc, en fait, ce qu'il faut essayer, c'est mesurer ce mécanisme de progression, en fait, de la compréhension des enjeux des employés de l'entreprise. Et ça, on le fait par des critères qui sont relativement simples. C'est en combien de temps, par exemple, lorsque vous lancez une campagne de phishing, en combien de temps vous recevez le premier appel d'une personne qui vous dit « Oh là, mais attendez, j'ai reçu un mail, là, celui-là, il est un peu bizarre. » Et quand il appelle le support, vous vous dites « Ah, ça y est, ça commence ». Et puis vous faites une courbe de Gauss pour voir quel est le gros de la troupe qui vous appelle. Et vous vous dites « Ouais, ça c'est bon ». Et j'essaie de ramener cette courbe de Gauss de façon à ce que ce soit le plus rapide possible. Et le deuxième critère qui est intéressant à mesurer, c'est des bonnes pratiques là qu'on échange ensemble. C'est une personne qui clique, alors pas suite à une campagne de phishing, mais qui est attaquée, qui clique, qui fait un mauvais clic. En combien de temps est-ce que se rend compte et en combien de temps est-ce qu'elle va appeler le support en disant « Oh là, je crois que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas ». Et ça, c'est un point qui est super important à mesurer aussi. Ça, c'est les deux critères qu'il faut dans une campagne de phishing pour vérifier que les utilisateurs prennent bien conscience en fait du niveau de risque auquel ils sont malheureusement exposés. Peut-être toute dernière question sur la réglementation. On voit que les choses évoluent.
On avait la directive Nice, on a la 1, maintenant on a la directive Nice 2. On sait qu'il y a des grands retailers qui sont considérés comme des OIV, des opérateurs d'importance vitale. On va en avoir d'autres, en tout cas, je veux dire, le nombre va augmenter avec les opérateurs de services essentiels, dont le retail va faire partie. Est-ce que finalement, cette réglementation va pousser la maturité en matière de cybersécurité sur les retailers? Oui, vous avez raison, Jacques Chemina. Ça, c'est un point qui est important. On s'aperçoit qu'avant, en fait, il y avait un focus qui était très centré sur les données à caractère personnel, c'est-à-dire protéger les personnes. Et avec la réglementation OIV et surtout l'extension aux OSE, où là, on va ajouter plusieurs milliers d'entreprises, eh bien, le focus est maintenant sur la qualité du service apporté par les entreprises. Je parle du service informatique, des applications et ainsi de suite. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'en même temps qu'une bonne qualité de service, on a toutes les mesures d'hygiène qui sont décrites pour spécifiquement ces entreprises qui sont à appliquer. Et en même temps, vous allez protéger ce qu'on disait au début, c'est-à-dire les données qui sont pour nous essentielles, c'est-à-dire la propriété intellectuelle, la création, le savoir-faire, les stratégies commerciales qui avant étaient insuffisamment prises en compte. Michel Juvin, merci beaucoup pour cet éclairage. C'est un plaisir. Et nous passons à la suite de l'émission. Dernière invitée de cette webconférence LMI sectorielle consacrée au secteur du retail, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Pouilly. Bonjour Ludovic. Bonjour Jacques. Alors vous êtes DSI du groupe Blacher. Alors peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous préciser qui est le groupe Blacher? Oui, bien sûr. Donc le groupe Blacher, c'est bientôt 1000 points de vente. Donc la marque la plus connue, ça va être nos boulangeries Marie Blacher. On s'approche de notre 750e point de vente. On va retrouver également quelques cafés de Marie. On trouvera plutôt cette fois-ci en ville, en gare ou encore sur des aires d'autoroute. Mais aussi un peu moins connu que les boulangeries Marie Blacher, c'est aussi près de 200 magasins de fruits et légumes et produits régionaux sous les marques Provençal et Mangeons Frais. Le groupe Blacher est aussi connu pour ses nombreuses ouvertures. On ouvre régulièrement deux magasins par semaine. Et le siège est situé à? Le siège est situé à Château-Renard, c'est à côté d'Avignon. Belle région s'il en est. Oui, très belle région. Donc, comme je disais, vous êtes DSI du groupe Blacher. Est-ce que vous pouvez nous déterminer un petit peu le périmètre de vos fonctions et puis de savoir un peu comment est organisé le système d'information du groupe Blacher? Bien sûr. Donc, du coup, donc, ce que je n'ai pas précisé juste avant, c'est que la force aussi du groupe, c'est que c'est un groupe familial. Ça a été fondé par Bernard Blacher et Marie Blacher, c'est sa fille. Donc, du coup, au niveau de mon périmètre, la direction va comporter plusieurs services. Un premier service avec le service support IT, pour assurer le bon fonctionnement de nos 1000 points de vente. Alors, on va avoir des magasins dans toute la France. Ça va aller du dépannage N1 jusqu'au dépannage N3, pardon. Ensuite, on va avoir un beau service infrastructure qui va aller de la gestion du pôle de travail, mais aussi bien à la cybersécurité, tout ça en passant par les SysOps, les DevOps ou encore la gestion du réseau. On va avoir un gros service de développeurs dans le développement qui va bien sûr devoir assurer le legacy, comme tout système d'information des signes nous écoutent. Il y aura forcément du legacy un peu partout, mais aussi beaucoup de nombreux projets qui sont arrivés dans les dernières années, avec les dernières technologies, que ce soit les dernières technologies en JS. Et on a aussi une belle équipe data. Et on va avoir un autre service plutôt orienté sur la transformation digitale, avec des chefs de projet qui vont travailler à la fois sur des outils métiers, mais on va aborder aussi du SIRH, du SI Finance, de la fidélisation client, et on va avoir aussi un peu cette casquette de communication digitale. Alors, en préparant cette émission, on a fait un focus sur la modernisation de votre infrastructure et en particulier sur la partie réseau. Vous avez décidé de partir sur du SD-WAN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de ce projet? Oui, bien sûr. Donc là, on va faire un petit retour sur début 2020, un petit peu plus de 3 ans. À cette époque-là, on devait avoir autour de 600 points de vente
en incluant boulangerie et magasin de fruits et légumes. 600 points de vente par rapport à aujourd'hui, c'était pas beaucoup, mais pour beaucoup d'enseignes, c'est quand même assez conséquent. Donc la volumétrie qui commençait à complexifier le dépannage magasin avec des liens ADSL qui pouvaient tomber sans redondance. C'était le moment où aussi on avait besoin d'une grosse refonte réseau, une grosse volonté d'unifier les réseaux magasins, les caisses et tous les partenaires extérieurs qui sont présents dans nos magasins. Et cela, ça allait aussi dans une réflexion complète de revoir toute l'infra du siège, hein, tout le backbone réseau du groupe. Il y avait aussi la volonté de se professionnaliser, d'avoir un VPN, d'arrêter de publier systématiquement les applications, que les magasins sortent sur Internet en direct. C'était les premières questions à l'époque il y avait une volonté de passer du full on-premise à commencer à chercher du cloud. Au final, on n'a pas fait la bascule full cloud, on est resté sur une solution hybride et du cloud qui est du cloud privé souverain. Alors justement, vous avez choisi quel type de solution? Donc, vous avez choisi plutôt du on-premise, mais exactement quelle technologie ou quelle solution vous avez utilisée? Pour le SD-WAN, du coup, on a pris une solution de Cisco. Donc, on a pris la solution complète Meraki, routeur, switch, Wi-Fi. Alors, la mise en place n'a pas forcément été toujours facile. Il y a eu quelques difficultés ou il y a eu, on va dire qu'il y a eu deux difficultés majeures. Pour moi, c'est déjà l'état des magasins. Alors, la première boulangerie a ouvert il y a un peu plus de 18 ans. Donc, au fil des années, forcément, il y a eu des remodelings. On remet à niveau les magasins. Au niveau on va dire que, du coup, comme on a 1000 points de vente, on peut dire qu'on a 1000 baies informatiques, hein, une petite baie dans chaque magasin. Et on avait des magasins dans des états très variables. Il a fallu faire beaucoup de travaux de courant fort, de courant faible. Il y avait aussi le besoin de s'appuyer sur un prestataire. On est présent majoritairement en France. Alors on commence à avoir quelques magasins également à l'international, mais la plus grande couverture se fait en France. Mais la France, elle est très belle, mais elle est quand même grande. On ne peut pas aller nous-mêmes faire nos installations, donc on est obligé de s'appuyer sur des partenaires. Puis les partenaires, ils sont obligés de subir l'état du magasin, de faire tout ça en régie, nous donner des cahiers des charges et après... en fonction de sur qui on va tomber, sur l'état du magasin. Donc ça a été une vraie difficulté d'arriver à avoir un même niveau, d'uniformiser parfaitement les magasins et qu'on soit sûr que tous les magasins soient au même niveau. Et la deuxième grosse difficulté que beaucoup doivent connaître, courant 2021, problème d'appro. Pour certains équipements, les délais d'approvisionnement ont dépassé 1 an. D'accord. Donc, avec notre activité où on ouvre quand même beaucoup de magasins toutes les semaines, la nécessité d'avoir un stock d'avance. Donc voilà, ça, il y a un moment, c'était un peu complexe à ce niveau-là. Et dans ces cas-là, la réponse, c'est on a des priorités ou on demande à l'équipementier de se débrouiller avec certains éléments ou de recomposer Alors, c'est nous qui avons plutôt travaillé sur notre stock. En fait, on avait des magasins qui étaient prévus à faire du remodeling. Donc, on a ralenti tout ce qui était remodeling pour au moins toujours assurer l'expansion. Donc, dès qu'il y avait une ouverture magasin, le magasin devait ouvrir toujours bien équipé. On a ralenti sur les remodelings et après, au fur et à mesure qu'on avait des vagues de pré-appro, il a fallu sourcer sur plusieurs fournisseurs. Et s'est posé un moment la question d'est-ce qu'on ouvrait une nouvelle technologie, est-ce qu'on s'approvisionnait dans des technologies concurrentes. Mais on a réussi à tenir en gardant cette uniformisation. D'accord. Sur la partie SD-WAN, on entend souvent de la part des éditeurs et des équipementiers l'orientation vers la cybersécurité du SD-WAN. Est-ce que ça, c'est un des éléments que vous avez pris en considération ou vous êtes arrêté purement sur la partie réseau? Alors, c'est sûr que c'était un sujet de resécuriser nos réseaux. Déjà, ne serait-ce que reprendre le contrôle des flux, ne serait-ce tout simplement le filtrage Internet. Hein. Mais clairement, ce n'était pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'était bien la gestion du réseau en numéro 1. Et on avait aussi, surtout, ça permettait également d'assurer la résilience des liens. On a partout donc, du WAN. On avait pris
des liens ADSL un peu dans tous les magasins. On a l'effet aussi de volumétrie, hein. Forcément, plus on a de magasins, quand ça arrive à 1%, quand on en a 1000, ça fait quand même 10 fois. Des liens qui pouvaient être casse-coupés, des liens en difficulté. Donc, il fallait vraiment une redondance au niveau de l'Internet. Pour nous, ce qui est le plus important dans le retail, c'est de pouvoir toujours encaisser. Derrière les applications métiers, on a un peu de latence, il y a des petits soucis, il y a des accros. C'est pas agréable, mais le plus important dans le business, c'est quand même toujours pouvoir continuer à encaisser, la file d'attente qu'elle continue à descendre rapidement. Vraiment, quand vous arrivez dans un magasin et vous voyez 12 personnes devant vous, vous vous dites que vous irez dans la boulangerie d'à côté. Donc nous, l'encaissement, c'est le plus important. Et la résilience du lien avec du backup 4G permet justement, là où le plus important est, c'est du coup le terminal TPE. Fini l'usage monnaie. Maintenant, tout le monde paye avec sa carte, voire avec son téléphone. Et dès qu'il y a une autorisation bancaire, forcément, il vous faut de la data. Donc pour nous, ça, c'était un des points très importants. C'est un des bénéfices, en tout cas, la résilience. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices, en tout cas d'autres éléments qui vous ont permis, avec le SD-WAN, finalement, peut-être d'améliorer certaines choses? Alors, il y a les bénéfices du SD-WAN et les bénéfices de la migration SD-WAN. Dans la migration SD-WAN, ça nous a permis aussi d'avoir le projet plus large, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était de remettre en conformité technologique tous nos magasins, de reprendre le contrôle de ce qui se passe en magasin, d'avoir des états à tout moment du fonctionnement du magasin. Ça a aussi permis, ça a simplifié les procédures de maintenance et ça a amélioré la qualité de notre support. Il y a pas mal de monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, en support. Pour ceux qui connaissent la technologie Meraki, vous avez tous ces dashboards qui permettent, dès le technicien support N1, de faire une première analyse assez facile de savoir s'il y a un souci avec la résilience, où est-ce qu'il y a besoin d'investiguer. Donc, au final, c'est un meilleur service pour nos magasins grâce au SD-WAN. Et cela aussi porte, pour moi, un des critères vraiment très importants, c'est de pouvoir avoir de la résilience sur le lien avec le secours 4G. C'est vraiment un point très important. Est-ce que l'automatisation du réseau, en tout cas cette virtualisation du réseau, j'allais dire, vous aide aussi sur les questions de compétences? Est-ce que vous avez finalement les administrateurs réseau? C'est qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus sollicités parce que c'est un goulet d'étranglement. Et on voit un petit peu cette automatisation faciliter, ou en tout cas essayer d'aider les administrateurs réseau dans leur travail quotidien, leurs tâches. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez? Alors, je vais les rassurer, on a toujours besoin d'eux. L'automatisation, c'est bien une réponse, mais elle va être vraiment partielle. L'automatisation et la simplification, en général, ça permet de déployer beaucoup plus vite, avec nos ouvertures à rythme industriel. Mais en même temps, l'automatisation, ça va demander des compétences assez pointues pour arriver à justement produire un déploiement à l'échelle industrielle. Donc, on va avoir besoin de personnes qui ont des compétences plus transverses entre du réseau, mais aussi du développement. Maintenant, le développement va permettre justement de faire cette automatisation. Et là où on va avoir besoin de personnes en plus aussi, c'est tout ce qui est des gens qui vont avoir une compréhension de la sécurité qui est beaucoup plus prononcée qu'avant. Au final, c'était un peu des profils DevOps, SysOps, DevOps. Voilà, on commence à entendre tout ce vocabulaire. Et puis, forcément, comme je disais, s'ils ont la partie sec en plus de sécurité, là, on arrive vraiment sur le profil très recherché. On a vraiment besoin de les trouver et de les accueillir chez nous. Et ça, c'est des compétences que vous cherchez actuellement, en tout cas? Vous avez oui. Par l'intermédiaire, en tout cas, de cette webconférence, vous pouvez lancer un appel aussi si vous avez des compétences en particulier à chercher? Clairement, on a de nombreuses offres. Alors, si vous allez sur LinkedIn, sur la page LinkedIn du groupe, vous verrez plein d'offres pour être boulanger, préparateur, vendeur dans le magasin. Mais vous aurez aussi toute la partie IT, la recherche de SysOps, de DevOps, mais aussi dans l'équipe
data, équipe de développement, du support. Voilà, vraiment, souvent, on ne pense pas systématiquement au retail au niveau du recrutement. Mais voilà, dans le groupe Blacher, on a un vrai système d'information assez complet. Vous avez, on va dire, on va couvrir toute la palette de profils. Voilà, vous êtes vraiment prononcé si vous êtes vraiment spécialisé dans l'infra, mais que du développement, du support, de la transformation digitale, chefferie de projet, de la QA, on a vraiment besoin de trouver toutes les briques d'une implémentation IT. Peut-être dernière question, Ludovic Pouilly. Au fil de cette matinée et de cette webconférence, on a beaucoup évoqué les questions de data et puis autour d'un buzzword de l'intelligence artificielle. Plusieurs des retailers qui sont succédés ont évoqué cette problématique autour des IA génératives. Je vais dire, quelle est votre position sur cette tendance et cette thématique? Alors oui, c'est sûr que c'est vraiment un sujet du moment, l'IA générative. Aujourd'hui, je pense qu'on est encore un peu au début. Ça a fortement commencé avec le premier, c'est quand même ChatGPT, c'est plus la sortie de ChatGPT. Ça va pas révolutionner en tout cas le retail si on se concentre sur notre métier. C'est-à-dire que là, je prends pour la partie IT, mais on a quand même des magasins de fruits et légumes, on a des boulangeries, on est sur des commerces de proximité. Ce qu'on va chercher, c'est quand même le contact humain. Les gens qui vont rentrer en boulangerie, ils vont pas justement vers un distributeur automatique qui va leur apporter leur pain. Voilà, ils cherchent à avoir un contact. Donc, l'IA ne permettra pas tout, en tout cas ne viendra pas être en façade dans le retail. Par contre, en arrière, il y a forcément des tests qui sont faits. Est-ce qu'on ne publierait pas sur les réseaux des posts préfaits avec ChatGPT? Peut-être que d'ailleurs, toute la conférence, tout ce qu'on vient de dire, tout était peut-être écrit dans un script ChatGPT, dans un prompt. Rassurez-vous, pas encore. Mais... non. Mais voilà, après, sur l'IA générative, nous, là, on avait déjà mis un peu d'IA en place. Si on a des outils de métier, par exemple, vous avez la production de pain. Une des forces du groupe, c'est d'arriver le matin, le boulanger arrive, c'est la production qu'il doit produire pour la journée. Et au moment de relance, on va avoir des outils justement qui vont calculer en fonction de plusieurs paramètres passés sur la préconisation. Derrière, on va avoir des expérimentations qui sont en cours, des caméras produits. On va filmer les bancs de produits pour arriver à deviner le moment où on va avoir des ruptures, tout ça. Donc ça, c'est vraiment la partie IA. La partie IA générative, on n'a pas encore trouvé vraiment d'usage sur aller sortir une nouvelle affiche. C'est le thème du moment, de générer des affiches avec IA. On n'a pas expérimenté, on laisse d'autres tracer le prendre les chemin. devants. Voilà. Eh ben, merci Ludovic Pouilly pour cet éclairage et puis ce focus autour de la partie réseau. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est temps maintenant de clore cette émission, cette webconférence. Merci de l'avoir suivi. Dernier petit élément, vous avez à disposition le dernier magazine, Le Monde Informatique, qui est sorti. Donc vous pouvez vous abonner et le télécharger sur le site du Monde Informatique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à très bientôt pour une prochaine webconférence sectorielle.